Bonjour. Merci de venir assister à cette session. Mon nom est Thibaut Guillère, je suis software évangéliste senior chez 4D, etc. Donc c'est une session dans laquelle on va montrer du code et montrer des modèles. Donc ce n'est pas une session de training de formation, c'est montrer des choses qu'on peut faire avec le data model de Wakanda, qui est vraiment quelque chose de révolutionnaire. C'est une session qui est à 95% inspirée de celle qu'a fait mon ami Dave Terry aux US il y a 15 jours, qui malheureusement n'a pas pu venir la faire. Donc on l'avait préparé un peu ensemble, donc on l'a fait, je la fais maintenant. Alors, je commence par quelques conseils de base. Vous devez connaître l'outil. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez dans la doc et que vous regardiez tout ce que vous pouvez faire dans un modèle de données Wakanda. Les événements, on-save, on-query, les restricting query, tout ce qui concerne les attributs, le type des attributs, comment on crée des relations, comment on les manipule, etc. Vous devez bien connaître ça avant de vous lancer dans la création de votre modèle. Un des points fondamentaux du data model Wakanda, c'est de pouvoir centraliser la logique métier à l'intérieur du modèle. C'est-à-dire que vous allez mettre tout ce qui concerne votre business dans le modèle. De même pour la sécurité. Parce qu'on parle d'applications web et on ne veut pas, on ne doit pas se baser sur le navigateur pour gérer la sécurité. Donc vous devez mettre tout ce qui concerne la logique métier et la sécurité au cœur de votre modèle. Ça a plusieurs avantages. Le principal étant de centraliser votre code. Et ça vous sauve des heures et des jours de maintenance et de debug quand vous voulez modifier la logique métier justement plus tard. Vous devez utiliser, on va voir quelques exemples, les restricting queries. Donc je n'ai pas trouvé de traduction sympathique en français, mais je suppose que vous voyez tout ce que ça veut dire. Ça permet de filtrer au très bas niveau de la base de données la liste des entités que vous retournez quand on fait une recherche. Vous utiliserez les classes dérivées, généralement en association avec les restricting queries. Enfin, pensez à remplir vos classes, parce que quand vous les récupérez depuis le navigateur, la plupart du temps, à quelques rares exceptions près, vous allez récupérer toutes les données de l'entité, tous les attributs de l'entité. Donc, pensez métier, et si vous avez besoin d'une classe qui contient un certain nombre d'attributs, n'hésitez pas à les mettre dedans, y compris les attributs alias, parce que ça va vous éviter, depuis le navigateur, de faire plusieurs requêtes successives. L'exemple typique, c'est employé compagnie. Pensez à mettre le nom de la société, un alias compagnie.name dans employé. Comme ça, vous avez directement le nom de la société quand vous chargez l'entité de l'employé. Regardez la doc et regardez les exemples dans le Learning Center. Basé sur notre expérience, voilà comment, globalement, on vous conseille de vous y prendre pour créer votre modèle. Donc vous créez les classes, ce qu'on appelle les classes évidentes, mais juste les classes simples, c'est-à-dire sans commencer à faire vos attributs. Donc vous créez votre classe employé ou produit, vente, facture, ligne de facture, etc., etc. Éventuellement, si ça a un sens, vous changez le type de la clé. Par défaut, Wakanda crée systématiquement une clé de type long, auto-incrémentée. Vous pouvez avoir besoin de prendre plutôt une clé de type UUID, surtout si vous voulez échanger avec l'extérieur et que vous voulez garantir l'unicité dans le monde. Ensuite, vous prenez ces classes et vous leur ajoutez les attributs évidents, donc nom, prénom, date de naissance, etc. Et les attributs calculés qui se basent sur ces attributs de stockage simple. Vous continuez pour toutes les classes
Et après, vous commencez à faire la hiérarchie. Donc vous reliez l'employé, la compagnie, les lignes de commande à la commande, etc., etc. À la fin, vous ajoutez les relations plus complexes, les relations de type NN ou les relations à plusieurs niveaux. Comme ça, vous avez une vision assez... enfin, vous avez construit votre modèle dans le modèle designer peu à peu. Et ça vous évite, en fait, dans notre expérience, quand on fait les exemples, ou quand on a fait quelques expertises, ou on a aidé quelques clients, c'est comme ça que c'est le plus efficace. Et c'est en faisant comme ça qu'on revient, qu'on a le moins souvent besoin de revenir sur ce qu'on a fait. Après tout ça, vous pouvez enfin commencer à ajouter les événements de base et les méthodes qui gèrent les entités, les collections ou la classe elle-même. Et une fois que vous avez fait tout ça, donc c'est bon, vous pouvez vous lancer, vous êtes prêt à travailler. Hein? Ça fait peur, hein? Donc voilà, c'était les seuls slides de la session. Maintenant, je vais rentrer dans des exemples. Tous les exemples que je vous montre sont disponibles, y compris avec une doc, pas généralement, systématiquement avec une doc, dans le Learning Center. Donc on va naviguer à travers différents exemples de modèles plus ou moins complexes. Je vais commencer par un qu'on a l'habitude de montrer, qui est un modèle de relation NN classique. Voilà. Donc, on a des personnes qui participent à des conférences. C'est vous. Une à N personnes participe à N conférences, et une conférence accueille, merci, une à N personnes. Donc, dans Wakanda, pour ceux d'entre vous qui viennent du modèle relationnel, il est toujours valable dans Wakanda. C'est-à-dire qu'on crée des relations, parce que dans les applications métiers, on a besoin de créer des relations entre les entités. La seule différence, c'est qu'avec Wakanda, on exprime la relation juste en la définissant dans le modèle. Après, on n'a pas besoin de faire des recherches ou de faire des jointures. C'est-à-dire qu'ici, dans ce modèle, je réfléchis à ma logique métier, qui ici est vraiment simple. On va voir des choses beaucoup plus complexes tout à l'heure. Je veux dire que chaque fois que j'ai une personne, je veux la liste de toutes ses conférences. Et pour ça, c'est très simple. J'ai ma jointure ici qui fait la liaison entre une personne et une conférence. Donc, il me dit que Philippe assiste à une conférence sur Wakanda. Mais je veux, depuis une personne, quand j'ai une entité personne, je vais être capable de retrouver la liste de toutes ces conférences. Donc, en modèle relationnel, ce serait en SQL select personne, from personne, machin, attendi, ID égale ça, puis jointure de là à de là, de là à de là. C'est compliqué. Bon, non, c'est pas si compliqué que ça, mais enfin, il faut quand même le faire. Alors que là, on crée juste un attribut qui utilise l'attribut relationnel au-dessus. Et donc cet attribut-là fait automatiquement la liaison. C'est tout. Et on fait le même en sens inverse. À l'utilisation, ça donne ça. Donc ici, c'est bon, tout le monde voit assez bien ou pas? Ou il faut que je fasse plus gros? Hop, voilà. Donc je cherche, je prends les conférences dont le nom, je prends la première conférence que je trouve dont le titre commence par JavaScript. Voilà, donc il a trouvé celle-là, très bien. Maintenant, si je veux afficher la liste de tous les gens qui ont participé à cette conférence, j'ai juste à utiliser l'attribut All People. Pas de recherche, pas de gestion des ID, etc. C'est directement là. Si je veux afficher juste le nom de ces gens, j'utilise l'attribut nom de la classe personne.
Et on peut aller très loin comme ça. Ce sera pareil dans le navigateur. Vous glissez, déposez ces attributs dans les grilles, vous les mettez dans les widgets, et vous n'avez pas à faire de recherche. Le modèle de données vous permet de concentrer tout ça à l'intérieur du serveur. Alors maintenant, je vais poser une colle avec un goodies à celui qui répond. Comment savoir à quelle conférence une personne n'a pas assisté? J'ai donc une liste de conférences globale et une liste des conférences d'une personne. D'accord? C'est ça. Enfin non, je ne vais pas vous le montrer parce que sinon vous allez voir après. Donc je ne vous le fais pas. Donc comment on fait? Mais pas en 4D, j'entends. Donc je vous le reprends, on va trouver une personne. D'accord? Donc var. Je crois que j'en ai une dont le nom commence par B. Ah ben non, c'est en dessous, suis-je bête? Voilà, c'est là. Donc j'en trouve une. Ah non, il ne faut pas voir. D'accord, donc j'en ai trouvé une. Voilà, je vire ça. Voilà, j'ai une personne et j'ai la liste de ses conférences. D'accord? Oui. Bon, un goodies pour tout le monde. En fait, voilà, effectivement, c'est ça, hein, c'est tout bête. Enfin, c'est pas tout bête, mais c'est vraiment très puissant comme concept. C'est-à-dire que je prends, en une seule ligne de code, je prends toutes mes conférences et je soustrais les conférences auxquelles cette personne a assisté. Voilà, c'est tout. Une ligne. L'élégance même. Voilà. Si je veux juste les titres, je mets un petit peu de parenthèse et je fais un bug. Bon, je vais lui mettre un truc. Bon, peu importe. Ah oui, c'est le order by qui ne va pas. Peu importe. Donc, vous voyez, voilà. C'est ça qui illustre ce que j'ai dit au début. Connaissez l'outil. Regardez ce qu'on peut faire avec. Regardez les méthodes qui s'appliquent aux données. Regardez les méthodes des data stores. Parce qu'il y a Minus, mais vous pouvez aussi combiner des collections, vous pouvez faire des différences de collections, vous pouvez ajouter des collections. Donc, en une ligne de code dans votre modèle, vous écrivez ce qui vous prendrait quand même beaucoup plus de lignes de code dans une base de données relationnelle. Alors, en fait, il me faut mon anti-sèche. Alors, il n'y a pas tout ça, hein. Ça c'est juste le... Et puis j'écris gros. Hein. Voilà, donc ça c'est un exemple qui est chargeable depuis le site web dans le Learning Center, qui regroupe en fait en une seule solution, ça regroupe 4-5 projets différents. Je vais commencer par le projet d'éducation qui, en fait, représente une gestion d'école. Et en fait, alors c'est une gestion simplifiée d'école, mais quand même relativement intéressante. Et relativement intéressante, voilà. Donc, j'ai supprimé les relations, la visualisation des relations pour que ce soit plus simple. Donc on veut gérer une école avec des étudiants, des enseignants et des administratifs. Donc on a une classe Course Master qui représente la liste de tous les cours possibles. C'est une classe de base très simple avec des noms de cours, un département, etc. Plus intéressant est la classe Course qui fait une liaison sur Course Master et qui permet de définir un cours donné à un endroit par un enseignant. Donc ça va être par exemple un cours de maths donné le lundi et le jeudi
dans la classe C322 du bâtiment, telle année, tel semestre, donné par un professeur. Et ce cours a été suivi par un certain nombre d'élèves. La classe personne, ici, est une classe fondamentale de base de ce modèle. Donc elle joue de multiples rôles, c'est-à-dire qu'elle va stocker les informations de toute personne travaillant ou ayant affaire avec l'école, donc les enseignants, les étudiants, mais aussi tout le personnel administratif. On a donc les attributs standards sur lesquels je ne m'étends pas, l'adresse, etc. On a ici des attributs qui ont le petit login particulier qui signifie qu'ils sont publics. Alors ce login, ce petit logo-là veut dire que les attributs sont publics sur le serveur. Donc la portée d'un attribut et la portée d'une classe est fondamentale dans la gestion de la sécurité. Le fait que ces attributs soient déclarés publics sur le serveur veut dire qu'ils ne sont accessibles que par du code server-side. Depuis le navigateur, aucun navigateur ne peut accéder à ces attributs. Même si un utilisateur est correctement logué, il ne peut pas demander à voir ces attributs. Même si ce n'est pas dans un navigateur avec des widgets du studio, mais que c'est une requête REST qui vient d'une autre application, il est impossible d'accéder à ces attributs depuis l'extérieur. Pour y accéder, il faut passer par quelque chose, par une wrapante sur le serveur. Je vais vous montrer plus tard comment on gère les logins des enseignants, des étudiants, etc., pour les identifier. La classe teacher et student, donc les enseignants et étudiants, étendent la classe personne. Donc j'ai étendu la classe personne, et globalement, on peut dire qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui enseigne. D'accord ? Et un étudiant, c'est quelqu'un qui assiste au cours. J'ai donc dans la classe personne deux attributs particuliers qui vont être fixés par un administrateur qui a les droits d'accès suffisants pour dire telle personne est un enseignant, telle personne est un étudiant. Sachant qu'on peut être les deux. Si on était dans une université, un enseignant peut aussi être un étudiant de l'université. On a le droit d'être les deux. Donc on a un attribut booléen pour dire qu'on enseigne et un attribut booléen pour dire qu'on est dans l'école en tant qu'étudiant. Pour faire la différence, dans mes classes étendues, je vais utiliser les restricting queries. Donc pour teacher, voilà ce que je disais, c'est pour ça que tout à l'heure l'expression était vraie, c'est-à-dire qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui enseigne. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, chaque fois que je vais accéder à la classe teacher, même si je demande à tout voir, même si je fais une recherche de tous les gens dont le nom commence par A, automatiquement, Wakanda, au plus bas niveau, va filtrer cette recherche et faire l'intersection des deux. Donc je n'aurai que des enseignants. C'est dans ma logique métier, c'est-à-dire qu'il est évident que je vais vouloir faire des choses particulières avec les enseignants. Par exemple, ils vont pouvoir noter les élèves et faire des choses différentes avec les élèves. Et il y a un moment où je vais devoir afficher une liste d'enseignants et une liste d'élèves. Et on pourrait spontanément se dire, tout ça, je vais le filtrer depuis la classe personne. C'est-à-dire dans le navigateur, je vais faire une recherche des personnes qui enseignent, j'aurai ma collection de personnes et je le mets dans ma grille. Mais ça vous oblige à faire cette recherche et ça vous oblige à passer par le navigateur qui est, comme je l'ai dit au début, une potentielle faille de sécurité puisqu'on peut rechercher, n'importe qui, pas n'importe qui, mais il peut être hacké, les attaques de man in the middle et comme ça pour changer les recherches. Et finalement, alors qu'il est logué en tant qu'élève et qu'on va récupérer la liste de ses professeurs, il va pouvoir récupérer la liste de tous les professeurs, de tous les élèves, etc. Alors qu'en faisant cette recherche, cette restricting query, qui est la même pour les étudiants, sauf qu'on dit enrolled égale true, on va pouvoir
filtrer la recherche et manipuler sa classe sans plus se soucier de son contenu. Juste une question qu'on a souvent parmi vous, ceux qui sont JavaScripteurs. Ici, là, je suis dans le query language de la base de WakandaDB. C'est-à-dire que ce n'est pas du JavaScript, c'est du langage de requête. C'est pour ça qu'ici, il y a un simple égal. Il n'y a pas un double ou un triple égal comme en JavaScript. Vous pouvez mettre un double égal, c'est accepté, mais ici, on n'est pas en train d'affecter la valeur true à l'attribut teachers. On a eu la question souvent, donc je le traite tout de suite. J'ai une autre classe qui est intéressante, qui est attendee. Alors, juste continue sur personne, en fait. Voilà. Quand on étend une classe, et ça fait partie de ce que je vous expliquais au début, remplir vos classes. Moi, quand je suis un professeur, je n'ai pas besoin d'avoir toutes les informations des personnes. Quand je charge un professeur sur navigateur, je veux juste qu'il m'intéresse en tant que professeur. Donc, non seulement j'ai étendu la classe personne, mais je lui ai dit, ces attributs-là, j'en ai pas besoin. Donc, sur le navigateur, ça va être plus rapide à charger. On fait pareil pour les étudiants. La dernière classe du modèle, c'est attendee. C'est ce qui représente la participation au cours. Il y a un petit zoom de trop. Voilà. C'est la participation au cours, donc c'est ce qui fait la liaison entre un cours et un étudiant. Il y a un attribut là-dedans qui s'appelle le grade point, c'est la note. La note est un chiffre parce que je veux pouvoir faire la moyenne plus tard. Donc, pour faire une moyenne, il me faut un numérique, c'est plus facile. Alors, dans cet exemple-là, qui est inspiré des États-Unis, on note de 0 à 4, avec éventuellement quelques décimales, mais la note est dans une valeur connue. Mais on affiche également souvent sous forme de lettres. Donc, on a A égale 4, B égale 3, etc. Donc, une fois que j'ai rempli ma valeur de la note, je veux souvent, enfin, en tant que professeur ou en tant que directeur ou en tant que parent, je veux voir la note lettrée. Donc, pour ça, je vais créer ce qu'on appelle un attribut calculé. Les attributs calculés ne sont pas des attributs stockés sur disque, ils sont évalués à chaque fois qu'on accède à la donnée. Il y a 4 événements possibles, il y en a un seul obligatoire, c'est le onGet qui définit l'attribut lui-même. Le onGet est assez simple, donc je construis un tableau JavaScript qui fait une correspondance entre les notes et les lettres. Alors, on a tout mis dans une seule code pour que ce soit plus simple pour ici, mais généralement, on aura pré-rempli ce tableau dans une globale au démarrage. Ce sera plus rapide. Mais là, comme ça, on voit le code d'un coup. Et ce qui fait que quand je demande d'avoir le grade point en lettres, je vais juste retourner l'élément du tableau JavaScript correspondant à la note. De même, je laisse les enseignants saisir les notes en lettres. Si l'enseignant dit pour ce cours, cet étudiant a eu un C, eh bien, je vais remplir l'attribut GradePoint avec la valeur 2. Voilà l'intérêt des attributs calculés. L'autre point intéressant, c'est la recherche. Je vais surcharger la recherche parce que je veux que les professeurs, les étudiants et n'importe qui puissent chercher non pas sur la note chiffrée qui me sert finalement essentiellement à faire des calculs, mais sur la valeur alphanumérique. Pour ça, donc, je surcharge la recherche. OnQuery, c'est un événement qui vous dit « j'ai une chaîne de recherche, donne-en moi une autre ». Ici, en l'occurrence, quelqu'un va rentrer une recherche sur la lettre B, je vais lui dire en fait, je ne cherche pas B, je cherche le grade point est égal ou supérieur ou est inférieur à la valeur demandée. On fait pareil pour
le tri. Donc, dans vos attributs calculés, le minimum, c'est de définir le get qui permet d'avoir la valeur. Tout le reste est facultatif, mais dans ce genre de cas, vous avez besoin de tout. Je vous le montre. Voilà. Donc, je cherche les 100 premiers étudiants et j'affiche leur nom et leurs notes chiffrées et lettrées. Donc voilà, l'attribut calculé, onGet, se voit, il est affiché à côté. Et donc, quand vous le voyez à cette ligne-là, on peut aussi chercher tous ceux qui ont une note supérieure à B-. Voilà. Alors là, c'est intéressant, parce que je récupère que les étudiants qui, pour ce cours, ont des notes B, B+, A- et A. Mais vous qui venez souvent de la base de données ou des calculs numériques, vous voyez que en théorie, chercher ce qui est supérieur à l'alpha numérique B, normalement, ça devrait trouver C, D, E, etc. Car C est supérieur à B, etc. Donc là, grâce à notre attribut calculé et le fait qu'on a surchargé la recherche, on inverse la logique. Et quand on demande une note supérieure à B, c'est effectivement qu'on veut voir tous ceux qui ont des A. Et les voilà. Alors là, j'ai rien entendu. Attends. Oui. Oui, c'est pas. Alors pourquoi on a les mêmes noms d'étudiants? C'est parce qu'on a mélangé on recherche dans tous les attendus. Donc c'est-à-dire, la question est pourquoi on a les mêmes noms d'étudiants ici? Voilà. C'est parce qu'on cherche dans la classe attendue, qui représente donc tous les cours auxquels les étudiants ont assisté. Donc là, en l'occurrence, celui-là a assisté à plusieurs cours. Alors on pourrait continuer en mettant ici le nom du cours, et ça correspond à des cours différents. Donc le dernier point que je veux vous montrer sur ce modèle-là particulier, c'est donc le login listener. Voilà. Donc on peut écrire un login listener qui va surcharger, c'est-à-dire qui se met entre le navigateur et le directory, entre le navigateur et la définition des utilisateurs et des groupes, qui vous permet de gérer vous-même la façon dont un utilisateur est reconnu dans votre système. C'est-à-dire que soit vous avez une liste. Là, c'est le directory, il est là. Ici, vous voyez que mon directory, il est simple, j'ai un seul utilisateur, l'administrateur. Parce que je ne veux pas avoir dans ma liste des centaines ou des milliers de personnes. Donc, je le gère par programmation dans le login listener. Et c'est là que avoir les infos public on server seulement permet de garantir que l'accès, la vérification du nom et du mot de passe se fera que sur le serveur. Donc, au moment où on reçoit une requête de login, ce code est exécuté. Si je ne trouve pas l'utilisateur, je renvoie false. Là, ça veut dire Wakanda va chercher dans le directory. En l'occurrence, dans mon exemple précis, si je suis admin, il va chercher dans le directory. Par contre, si j'ai trouvé la personne, je vérifie le mot de passe en calculant les H1 et je vérifie les choses à droite à gauche, mais surtout, en fait, je renvoie à Wakanda des informations sur le groupe auquel appartient cet utilisateur, ce qui va permettre, dans toutes les requêtes successives de la même session, de savoir tout de suite si c'est un administrateur, si c'est un étudiant, si c'est un enseignant. Quelque chose qui est intéressant, c'est storage, qui vous permet de stocker ce que vous voulez
à la première connexion et de le retrouver aux connexions suivantes dans la même session. Donc vous pouvez mettre des informations que vous devez calculer une première fois pour vous éviter de les recalculer plusieurs fois dans les connexions suivantes. Voilà pour cet exemple-là. Nous passons à l'exemple des sales. Donc on a un modèle de vente, pareil, relativement classique. Mais ici, on va montrer 2-3 choses un peu particulières. C'est qu'on veut, dans cet exemple, pouvoir afficher des prix spécifiques pour un client et pour un produit. C'est-à-dire qu'à l'extrême, chaque client peut avoir un prix différent sur le même produit. C'est très compliqué à faire normalement, mais là, c'est très simple. Donc on a des clients qui en fait ont des contacts. Alors on a des règles métiers qui font que... Je vais activer les liens. Voilà. Non, ça ne sert à rien. Donc un client a une liste de contacts. Ça va être la secrétaire, le trésorier, etc., qui font partie généralement de la même société. Et on veut pouvoir facturer, en tout cas vendre, uniquement à des contacts de ce client. Donc ça va être une première règle métier. Il faut que dans les informations de stockage des contacts liés à un ordre de commande, il faut vérifier qu'il fait bien partie des contacts du client qui demande la chose. Et on voit qu'il y a en fait, donc ça c'est l'information de base d'un contact. Dans une société, on aurait pu appeler la table customer compagnie. C'est un client au sens une entité, une organisation. Donc, on voit qu'il y a en fait 3 liens différents qui sont des liens 1 vers n vers les contacts. Donc, dans une seule classe, vous pouvez créer comme ça, comme dans cet exemple, la notion de client qu'on facture, de client qu'on livre, et la liste de tous les contacts. D'accord? Donc c'est assez classique, vous avez l'adresse de facturation et l'adresse de livraison. Donc là, juste en ayant mis les choses, en ayant déclaré les attributs, Wakanda se charge d'y accéder pour vous. Donc quand vous avez un client, un customer, et vous demandez quelle est l'adresse de facturation et en même temps l'adresse de livraison, vous les affichez, vous n'avez pas besoin de faire d'autres recherches ou de modifier les recherches existantes. Dans un ordre de commande, on décide une règle assez simple qui est que un ordre de commande ne peut pas être modifié ni supprimé. Une fois qu'on crée un ordre, il est créé à jamais, on ne peut pas le modifier. Deuxième règle métier dont je parlais tout à l'heure, il doit être passé pour un contact connu du client. Donc première règle ici, il me faut... Voilà. Sur cet attribut relationnel, je peux ajouter également un événement. Alors, ce n'est pas un attribut calculé, ça c'est un événement de base de données. Au moment où on affecte le client à l'ordre, à la commande, on peut surcharger ce que va faire Wakanda. En l'occurrence ici, on va regarder quels sont les différents attributs modifiés. Et si on est en train, si l'adresse de le contact de facturation n'a pas encore été saisi, on le recopie. Et si le contact de livraison n'a pas encore été saisi, on le recopie dans notre classe Sales Order, ici. Donc, la modification de cet attribut
va nous permettre de renseigner ces deux attributs-là en un seul coup. L'autre point, c'est la règle métier dont je vous parlais, qui disait qu'on ne peut pas modifier un ordre existant. Donc ici, en fait, on va utiliser des événements de base de données qui s'appliquent à la classe, et en l'occurrence, on va le faire dans le onValidate. Voilà, dans le onValidate, en fait, on va faire des manipulations assez basiques. C'est-à-dire que onValidate est exécuté avant, bien sûr, de stocker l'entité. Si une erreur survient, l'entité n'est pas stockée et l'erreur est renvoyée à l'appelant. Dans le cas du onValidate, c'est vous qui générez l'erreur. Il suffit de renvoyer un objet JavaScript qui contient l'attribut error de type numérique différent de 0. Donc, je récupère quelques infos. This, dans ce contexte, c'est l'ordre de commande courant. Si je n'ai pas de client, je renvoie une erreur. Si je n'ai pas de contact de facturation, de contact de livraison, si ma date de commande est nulle, etc., je renvoie une erreur. Mais aussi, si le contact courant ne fait pas partie des contacts du client. Donc, si le contact courant ne fait pas partie des contacts du client. D'accord? Donc, c'est vraiment en ayant le customer.contact, j'ai la liste de ces contacts valides. Donc, j'ai plus qu'à chercher dans cette liste si le client de facturation ou le client de livraison font bien partie des contacts le contact de facturation ou le contact de livraison font bien partie des contacts du client. Donc ça, c'est une règle métier qui est stockée dans le modèle qui s'exécute, quelle que soit la façon dont on va créer un ordre de commande. Alors les sales items, donc c'est assez basique. Donc ils sont liés c'est une ligne d'ordre. Ils sont liés à l'ordre principal. Forcément, ils décrivent un produit, un prix, etc., etc. En fait, le customer, on va utiliser après ce qu'on appelle la classe qu'on a créée ici, customer price, qui nous permet de faire un des buts donc, de cette application, c'est de permettre à un client d'avoir un prix particulier sur un produit. Donc on va saisir pour chaque client, si pour tel produit, ça vaut 10, 15 ou 20 euros. L'autre règle qu'on veut gérer, c'est on veut créer un ordre de vente et ses lignes en une seule passe, en une seule fois. On ne veut pas créer l'ordre, puis quelques instants après lui ajouter des lignes, etc., etc. Donc, on ne peut pas le faire comme ça, nativement, depuis le navigateur. Parce que dans le navigateur, vous allez forcément d'abord créer un ordre, ça fait une requête. Puis ajouter une ligne, ça va faire une autre requête, donc ça va se faire en plusieurs étapes. Nous, on veut concentrer en une seule fois pour que ce soit atomique, que ce soit transactionnel. Donc on a créé une méthode d'entité qui va s'occuper de ça. Donc depuis le navigateur, en fait, on va lui passer. Donc dans le navigateur, on aura créé une interface qui va générer des tableaux JavaScript, des objets JavaScript, et on va appeler Save New Order avec ce paramètre. Et là donc, en fait, on commence tout simplement par valider. Donc on met tout ça dans un bloc d'erreur, de gestion d'erreur, try-catch. Comme ça, à la moindre erreur, au moindre problème, on ne fait rien. On ne va pas créer d'ordre, on ne va pas créer les lignes.
Donc, on vérifie les choses. Alors, on vérifie qu'on est bien dans un nouvel ordre, puisque je vous ai dit, on n'a pas le droit, dans notre business logique, on n'a pas le droit de modifier un ordre existant. Donc, on doit avoir forcément un nouvel ordre de commande. Je suis en train de faire des conneries. Voilà. Donc, ensuite, on vérifie le paramètre reçu et on démarre une transaction. Puis, pour chaque item reçu, on vérifie que c'est un item valide, qu'il a bien les attributs JavaScript qu'on attend de lui, c'est-à-dire un produit et une quantité, etc., etc. Et puis, ma foi, on crée la liste des items et on valide. S'il y a la moindre erreur pendant tout ce processus, on arrive dans le catch et on annule la transaction. Sinon, on valide la transaction. Donc, on a respecté notre règle métier qui veut créer la commande et ses lignes en une seule passe. Il suffit de passer, quand on le fait depuis le navigateur, de passer par un tableau qui va créer ces items de commande. On voit qu'ici, j'utilise ce dont je parlais au début. Pour ce produit, il peut y avoir un prix particulier pour ce client. Donc c'est dans Product. J'ai une méthode de classe getCustomerPrice, donc pas la peine de rentrer dans le détail. En fait, c'est simple. C'est-à-dire que je récupère tous les prix possibles, je récupère le client, la date, je construis une chaîne de recherche, et puis en gros, je cherche si je trouve un prix particulier pour ce produit et ce client pour cette date. Si j'en trouve un, je le renvoie. Sinon, je lui renvoie la valeur par défaut, qui est le prix moins le discount de base que peut avoir le client. Voilà. Donc voilà comment, dans un modèle, ce modèle n'est pas super compliqué, mais enfin il répond quand même à des règles de métier strictes sur la création des ordres et sur le fait que chaque client peut avoir un prix particulier. J'ai juste créé une classe intermédiaire et je les manipule par l'intermédiaire de méthodes d'entité. L'exemple suivant est très rigolo. Vous avez vu depuis tout à l'heure, on rigole moins que les autres fois. Oh, il va être furieux, le gars du son. Je suis désolé, j'ai fait tomber le machin, mais tout va bien. C'est pas cassé. Il m'avait dit de ne pas m'asseoir. Bon. Alors, ça s'appelle Bills of Material. En fait, en gros, c'est une nomenclature. C'est un inventaire de tout ce qu'il faut pour construire quelque chose. D'accord ? Voilà. Donc, c'est quelque chose qui, en mode relationnel classique, peut être super dur à faire parce qu'on a donc des produits qui peuvent être soit des produits qu'on achète, soit des produits qu'on fabrique. Donc, ils peuvent avoir un coût ou ils peuvent rapporter des sous. Enfin, ouais. En tout cas, ne pas coûter grand-chose. Ils ne sont pas achetés directement à quelqu'un. Un produit, par définition, dans ce modèle, c'est tout ce qui est physiquement accessible, tout ce qu'on peut toucher. Ça peut être une vis, un joint, ou ça peut être un moteur d'avion. On peut le toucher. C'est un produit physique. Donc, un produit peut être constitué d'autres produits qui eux-mêmes peuvent être constitués d'autres produits, qui peuvent être constitués d'autres produits. Donc il y a une forme de récursivité infernale qui est assez complexe à gérer, en tout cas dans le modèle relationnel classique. Donc dans Wakanda, en fait, voilà le modèle qui permet de gérer ça. D'accord ? Donc c'est quand même... Il y a beaucoup d'attributs calculés, mais en fait, donc on a notre produit qui va être composé de plusieurs autres produits. Et chaque produit sera partie du produit ou sera lui-même inclus dans un autre produit, avec à chaque fois des différences sur est-ce que c'est moi qui le fais, est-ce qu'il est utilisé, quelle est la profondeur. Alors la profondeur, c'est à quel niveau on se trouve
pour construire le produit final. Donc dans une table, la vis, ça va être à la profondeur 4 ou 5, après le plateau, le pied. Moi, je ne sais pas, je ne construis pas beaucoup de tables, ça se trouve, il n'y a que deux. Ou alors c'est Ikea, donc c'est facile, quoi. On a un autre attribut intéressant, c'est Quantity on Hand, qui permet de savoir combien il nous reste d'attributs, combien il nous reste de produits disponibles, et donc après de pouvoir savoir combien on peut en faire. Quand on sait combien il nous reste de produits, on peut calculer combien il nous en reste. Il s'agit de calculer toute la chaîne de produits et de voir celui où on en a le moins. Si on a 10 plateaux, s'il faut 4 vis pour faire un plateau, qu'on a 100 plateaux et 4 vis, ben on peut faire qu'une table, au bout du compte. Donc voilà comment ça marche. Est-ce que... Non, les assemblées, c'est pas... On est un peu juste, je vais aller directement dans des choses un peu plus complexes que juste parcourir tous les attributs. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. En gros, voilà, c'est ça, c'est récursif. Je prends mes notes. Voilà, depth, c'est celui-là. Voilà, product depth et depth. Voilà. Pour savoir à quel niveau on est, à quel niveau de profondeur on est dans un produit constitué d'autres produits ou d'autres produits, c'est très simple. Soit c'est un produit unique qui ne nécessite pas d'autres produits, dans ce cas-là, il n'y en a besoin que d'un, soit on récupère le nombre, on récupère la liaison vers la table des composants, et on sait que le maximum de la profondeur de toutes ces entités liées ici correspondront à la profondeur maximale du produit. Ça nous permet de construire l'exploded BOM, donc Bill of Material. Donc ça, c'est un code qui, en fait, va renvoyer... Donc ça, c'est du code qui s'exécute sur le serveur, il y a plusieurs lignes, mais il n'est pas très complexe. C'est-à-dire, on prend un produit, et grâce à toutes les liaisons qu'il y a et au code qu'on a écrit dans les méthodes sur les attributs calculés, on va décrire toute la hiérarchie de ce produit. C'est là. Alors, c'est pas super beau, mais c'est pour vous montrer le truc. Donc voilà, donc j'ai un produit, et ma foi, juste avec ces deux classes, les codes sur les attributs calculés qui permettent de calculer la profondeur, qui permettent d'accéder aux sous-produits, qui permettent de revenir sur les produits originaux, de savoir qu'un produit fait partie d'un autre et est composé d'autres produits, je peux créer alors cette interface simple qui, pour le premier item, me montre tout le niveau, tous les sous-produits constituant celui-là. Alors on peut aussi trier donc par profondeur. Je vais vous trier, c'est un attribut calculé, mais on peut donc trier dessus. Voilà, celui-là qui est constitué de 4 éléments. Vous voyez, on peut descendre loin juste en ayant défini le modèle. Alors tout cet exemple, on est à combien de temps, Mohamed? 5. Oui, ça va. Oui, ça ira. Voilà, donc ça, c'est pour calculer la profondeur d'un produit. Hop, voilà. Et oui, c'est pas la peine de...
d'aller dans les détails. En gros, voilà. Voilà, tout est là. Tout ce que je viens de vous montrer est téléchargeable ici dans exemple-solution.zip du Learning Center avec un PDF qui redécrit avec beaucoup plus de détails ce que je viens de faire, qui était une façon de mettre un peu le pied à l'étrier pour regarder les exemples de modèles, pour voir ce que vous pouvez faire avec le modèle de données Wakanda, et qui est modèle-driven, et qui peut donc faire des choses simples, bien sûr, mais très complexes. Vous vous rappelez tous des démos de la récursivité, enfin, ceux qui l'ont vu, des démos de la récursivité, avec, j'ai une personne avec un lien father qui revient sur lui-même, et je peux voir dans une seule grille, j'affiche la personne, father.name, father.father.name, father. Etc. Je peux remonter jusqu'à l'arrière-grand-père, juste en ayant déclaré mes attributs. Est-ce que vous avez des questions rapidement, avant les remerciements? Attendez, excusez-moi. Mais j'allais reprendre la question. La question est, est-ce que le langage de Wakanda s'exécute en préemptif? Est-ce que le langage de Wakanda s'exécute en mode préemptif? Bien sûr, c'est du JavaScript. Le moteur JavaScript de Wakanda, c'est JavaScript Core, le moteur JS de WebKit, qui est 64 bits et thread safe. Donc chaque fois qu'une requête est reçue, un thread est lancé et c'est préemptif en parallèle et c'est redoutable. Une autre question là-bas. Oui, bonjour. Bonjour. Concernant la définition des classes dans le modèle, il semblerait que toutes les classes soient définies sous forme de classes storage, c'est-à-dire qu'on enregistre des données à l'intérieur des classes. Ah oui, oui, enfin, Alors, le but c'est d'avoir des objets persistants avec leurs relations, des objets JavaScript persistants. peut-il y avoir des classes de type registered, ou qu'on appelle aussi abundant ou serial, c'est-à-dire en fait des classes qui sont des classes, une définition comme un modèle, comme un template. Vous prenez l'exemple tout à l'heure des employés avec une adresse. Oui. Moi, je veux que dans mon modèle, l'adresse soit formatée toujours de la même façon dans toutes les classes que je vais utiliser. Oui, donc ça oui. On peut le définir au niveau des propriétés de l'attribut, on peut définir des formats, on peut définir des choses comme ça. Et on peut avoir une classe de template ou d'utilitaire, je dirais, qui permet de faire ça. D'accord, sans avoir besoin de le redéfinir dans mes... Non, ouais, et si vous le changez à cet endroit-là, ça le changera partout. D'accord. Concernant les... excusez-moi. Ça Concernant fait en donc fait... deux questions quand même. Ce sera la dernière. Est-ce que vous avez la notion de données de classes, des data type classes, c'est-à-dire en fait, vous prenez l'exemple des grades et puis la notion des notes en fait pour les élèves. En fait, vous définissez en fait la propriété sous forme d'une propriété calculée, alors qu'on pourrait le considérer comme un data type, c'est-à-dire en fait comme un string ou un numérique qu'on aurait défini au niveau du modèle. Oui, alors pour le moment dans WAC 3, on ne peut pas créer ses propres types. Pour le moment, on ne peut pas. On reste sur les types JavaScript. Mais c'est une fonctionnalité qui va être faite prochainement. Merci. Une autre question? Quand est-ce qu'on mange? Bientôt. Donc, merci beaucoup. Alors c'était un peu moins rigolo que les autres sessions, hein, mais bon, des fois, il faut être sérieux, quoi. Des fois, il faut bosser, hein.